ce live, de cet atelier. Je suis Jean-Baptiste Gessler, le directeur de la French Tech Aix-Marseille. C'est Guillaume Bézi de Crocogo Digital qui va animer cet atelier dédié à la présentation de solutions pour la détection, donc grâce à des outils numériques, de troubles cognitifs. Guillaume vous en dira évidemment beaucoup plus que moi sur le sujet. On va lancer normalement aussi, ça va bien se passer, le direct sur Facebook. Si tout se passe bien, on va y arriver. Je vais le lancer en direct. Et je vais, donc on a un petit souci technique, mais ça va être un peu plus fastidieux que prévu, mais on va réussir à le dépasser, puisque donc il va falloir que je passe la main aux différents intervenants, que chacun se passe l'animation. Donc il faut cliquer sur l'intervenant. Si on fait plus, on peut faire nommer animateur. Donc chacun va devoir passer l'animation au suivant pour qu'il puisse partager sa vidéo et sa présentation si ça vous va. Alors, on a un peu moins de contraintes de temps, on démarre un petit peu en retard. C'est pas grave du tout et on va réussir à le faire. Guillaume, est-ce que tu peux me dire déjà si tu veux dire un mot de bienvenue avant les autres et sinon à qui je dois passer la parole en premier? Oui, bah donne-moi la Je te donne caméra, donne-moi le l'animation et donc bâton il de faudra parole, que tu la gardes. et puis après je ferai tourner, on fera tourner. Ok, très bien. Donc, Voilà. si je te nomme animateur, hop là, nomme hôte de la réunion, normalement, ça C'est bon, marche. génial. Tu vas Mais tu peux pouvoir... garder ta caméra, c'est ça qui est bien. Et je peux garder ma caméra, mais par contre, alors, renomme-moi animateur parce qu'il faut que je partage sur Facebook, sinon je ne peux pas l'activer. Donc... Et après, je nommerai animateur quelqu'un d'autre. Ok. Génial. Bah, écoutez, on va démarrer. Il est 11h37. Moi, je suis ravi d'animer cet atelier sur les thérapies digitales appliquées à la détection et à l'aide au diagnostic des troubles neurocognitifs. Et je suis ravi d'accueillir 4 super projets qui ont été sélectionnés par la French Tech Aix-Marseille et par l'association La Handitech et qui vont pouvoir présenter leurs solutions et répondre à vos questions. Donc, pour les questions, je vous indique idéalement, c'est utiliser les questions Q&A, sinon via le chat. Donc, moi, je gérerai cette partie-là et je transmettrai, je lirai les questions aux différents intervenants quand ce sera leur moment. Donc, il y aura, on va dire, 2 parties. Une première partie où chaque startup aura quelques minutes, c'est toujours l'exercice du pitch de quelques minutes pour présenter sa solution. Et derrière, il y aura 6 minutes de questions-réponses sur le projet présenté. Et donc, chaque startup présentera, il y a 4 startups. Et ensuite, à la fin, on restera un petit peu de temps pour prendre les questions qui resteront du public et des participants. Donc, merci beaucoup. Merci à tout le monde de l'organisation parce que c'est toujours, c'est toujours hyper technique, hyper challenging d'organiser ce type de conférence. Mais en tout cas, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'on parle de thérapie digitale et la sélection a été assez drastique parce que quand on parle de thérapie digitale, il y a le mot digital, mais aussi il y a le mot thérapie. Donc, ça veut dire, finalement, on pourrait dire, c'est des logiciels qui soignent, des logiciels qui aident au diagnostic. Et donc, ces logiciels n'ont pas été, en tout cas, ces solutions n'ont pas été sélectionnées par hasard parce qu'elles doivent répondre à certains critères. Notamment, elles doivent répondre à un besoin médical. Elles doivent être élaborées aussi sur des bases scientifiques solides. Et puis, elles doivent être validées par des études cliniques qui vont démontrer leur intérêt pour les patients, leurs bénéfices, leur niveau de risque, leur acceptabilité. Et tout ça pour permettre des validations par les autorités de santé pour les mettre à la disposition du plus grand nombre. Donc, c'est un parcours qui n'est pas le parcours classique d'une application mobile qu'on peut, par exemple, si on peut imaginer une application mobile, on peut développer une appli en quelques mois. Là, on est sur vraiment des solutions qui ont la vocation à être l'équivalent de solutions qu'on pourrait dire médicamenteuses. Donc, c'est vraiment, un domaine qui est spécifique dans le numérique. Donc moi, pour ma part, donc, je suis Guillaume Bézi, je suis entrepreneur dans la santé numérique avec un focus qui est vraiment particulier sur
la santé mentale et la neurologie. C'est ça qui m'intéresse réellement. Et puis, j'ai une vision, on va dire, un peu triple, parce que je suis à la fois professionnel de santé, parce que je suis de formation pharmacien et j'ai travaillé en officine au contact des patients. Je suis issu aussi du monde de l'industrie pharmaceutique. J'ai participé au développement de médicaments, donc je connais aussi tout ce process de mise sur le marché, hein, de thérapie classique, on va dire traditionnelle. Et puis, depuis quelques années, je suis entrepreneur vraiment dans la santé numérique et je m'intéresse à toutes les technologies, notamment qui sont développées dans des laboratoires de recherche, les technologies numériques basées sur l'intelligence artificielle ou pas, et qui sont issues de recherche pour les transférer dans le monde économique et en faire des produits. Donc, avant de démarrer et de laisser la parole au premier super projet porté par Jérôme, je vous rappelle bien les règles. Hein. C'est 6 minutes de présentation. Donc, les startups, je vous informerai, on va dire 30 secondes avant la fin du gong, avant l'arrivée du gong, et puis 6 minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je jouerai donc ce rôle de timekeeper. Et je vous préviendrai quand on passera aux autres startups. Donc là, l'idée, c'est que la startup qui a le bâton de parole passera, je lui indiquerai la prochaine startup à intervenir. Voilà comment on s'organise. Alors, Jérôme Bianchi, je vais te nommer animateur. Enfin, j'espère que je peux. C'est bon, normalement. C'est bon? Il est animateur? Donc, normalement, Jérôme, tu peux brancher ta caméra. Voilà. Bonjour. Voilà, donc bonjour à toi. Donc, Jérôme, tu es neuropsychologue, tu travailles pas très loin de Marseille, puisque tu es basé au CHU de Nice. Tu travailles au centre de référence des troubles du langage et des apprentissages. Oui. Et il y a également un cabinet privé. Tu interviens également en tant que consultant et expert à la maison départementale des personnes handicapées du département. Et tu es vraiment centré sur l'évaluation et la prise en charge des troubles du neurodéveloppement. Alors, je te laisse la parole pour présenter ta solution et répondre aux questions, n'hésitez pas. Allez, c'est parfait. Identidis. Vous me dites si le partage se fait bien? C'est parfait. C'est parfait? Alors, c'est parfait. Alors déjà, je voudrais vous remercier pour l'honneur que vous me faites de participer à cet événement. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter notre outil qui s'appelle Identidis. Et j'en profite également pour vous présenter les membres de l'équipe, à savoir Oriane Chartier, Aurélien Richer et moi-même. Nous sommes donc neuropsychologues à Nice. Alors, un petit point sur le contexte. Tout d'abord, puisque je vais parler de troubles d'apprentissage. Qui dit trouble d'apprentissage dit trouble 10. Peut-être certainement d'ailleurs connaissent déjà de nombreux troubles 10, dysphasie, dyslexie, dyspraxie. Et donc, qui dit trouble d'apprentissage dit troubles neurodéveloppementaux. Alors, on parle de troubles neurodéveloppementaux, neuro parce que ces troubles sont issus d'une modification du substrat cérébral, et développementaux parce que ce sont des troubles qui sont présents dès la naissance et qui se poursuivent effectivement, qui perdurent tout au long de l'existence. Alors, la HAS parle de 8% des enfants. Et quand on parle de troubles d'apprentissage, on va parler bien évidemment de 80% du temps de l'enfant, à savoir l'école. Quand je parle de troubles d'apprentissage, je parle bien sûr d'un handicap qui est la plupart du temps invisible. Et du coup, c'est ce qui retarde généralement le repérage, l'entrée dans le parcours de soins, l'accès à un diagnostic et ça a pour conséquence malheureusement l'aggravation des troubles, de l'impact scolaire et quelquefois l'émergence de difficultés psycho-affectives diverses. Alors, une petite mise en situation, on imagine la famille Durand avec leur enfant Raphaël. Raphaël, c'est un enfant qui est en bonne santé, mais qui rencontre des difficultés pour apprendre. Ils sont alertés par la maîtresse et là, les parents se retrouvent devant plein de questions, à savoir est-ce que c'est un retard, est-ce que c'est un trouble, est-ce qu'on doit le laisser mûrir, qui on doit consulter en priorité, et c'est là que nous intervenons avec l'outil Identidis, parce qu'Identidis va prendre la main de ses parents pour les mener jusqu'à la bonne porte, pour faire rentrer Raphaël dans le projet de soins. Alors, Identidis, c'est un questionnaire qui est gratuit et disponible sur identidis.com. Il y a deux versions, la version papier et la version online.
Ce questionnaire a pour particularité d'être adressé aux parents. Ce sont les parents qui répondent aux questions d'Identidis. Et donc, Identidis va balayer plusieurs sphères cognitives, le langage, la motricité, la concentration et ce qu'on appelle aussi les fonctions exécutives. Alors, notre outil est basé sur des données qui nous permet en fait de situer chaque enfant selon les sphères, eh bien, soit sur une zone verte, si Identidis ne détecte pas de difficultés par rapport à l'enfant en question, une zone orange qui met le doigt sur des difficultés qui paraissent modérées, et là, on va commencer effectivement à faire rentrer les gens dans le parcours de soins, ou alors dans la zone rouge qui, statistiquement, évalue les difficultés comme sévères, et là, encore une fois, entrer dans le parcours de soins. C'est important de comprendre qu'Identidis est associé à son manuel, qui est très important et qui prend la main de l'utilisateur, justement, qui va lui indiquer, selon ce qui s'allume en orange ou en rouge, selon les sphères, eh bien, qui il faut consulter, quelles sont les adaptations pédagogiques à mettre en place en priorité, etc. etc. Les plus du questionnaire, totalement gratuit, normes françaises, on s'attache à les mettre à jour régulièrement. Quelque chose d'inédit, c'est que c'est un outil qui regroupe 5 sphères cognitives. Les statistiques que nous avons menées permettent de balayer les enfants du CE1 à la 3e. C'est un questionnaire qui est utilisable par les parents. Donc, ce sont les parents, je répète, qui complètent le questionnaire. Mais du coup, c'est un questionnaire qui peut être utilisé par les médecins, les paramédicaux, les neuropsychologues, les enseignants. Et l'analyse des difficultés se fait d'une manière très simple, la version papier à partir d'une simple addition et bien sûr la version online qui fait tout à votre place. Aujourd'hui, on a plein de projets pour Identidis. Bien sûr, continuer la normalisation, renflouer les normes, surtout au niveau du collège. On va poursuivre nos publications. On est en train de réfléchir à une version enseignante, donc vraiment une version qui pourrait être complétée par l'enseignant, ce qui donnerait un plus, bien sûr, au repérage, c'est-à-dire qu'on aurait cette vision bipartite, à la fois de la famille, de l'entourage et aussi des professionnels de l'éducation. On est en train là d'élaborer une version 2.0 du manuel qui va aller beaucoup plus loin sur la guidance parentale, et vraiment on s'attache à proposer un manuel qui va permettre de baliser ce parcours de soins de manière encore plus précise et plus exhaustive. Et on est en train de travailler également sur des traductions de l'outil. Voilà, j'ai fini. Génial. Jérôme, tu es excellent. Tu aurais pu même avoir un peu plus de temps. Donc moi, si je comprends bien, Identidis, c'est destiné en priorité, c'est complètement formaté pour les parents, voire plus tard les enseignants. Pourquoi t'être attaché à celle-ci? Parce que toi, tu es neuropsychologue, tu es clinicien. Et pourquoi pas s'adresser finalement à tes collègues? Parce que, en fait, si vous voulez, il existe déjà plein de questionnaires qui évaluent l'attention, qui évaluent le langage, la motricité, mais ces questionnaires sont des outils professionnels. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, si moi, en tant que parent, j'ai accès, on me demande de compléter ce questionnaire, c'est que déjà, j'ai consulté un professionnel, ça veut dire que déjà, je suis rentré dans le parcours de soins. Là, Identidis s'inscrit vraiment en amont, c'est-à-dire que c'est la clé qui va permettre aux parents de faire entrer l'enfant dans le projet de soins. Bien avant, je dirais, de consulter un professionnel. L'idée, c'est de fluidifier vraiment le repérage. Souvent, ce qui nous est rapporté souvent, que ce soit de la part des enseignants ou de la part des parents, c'est « oui, je sens qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas comment formaliser effectivement ce que je ressens ». Et donc, l'idée, c'était de pouvoir proposer gratuitement, ça c'est très important aussi pour nous, cet outil pour que les parents s'autosaisissent. Super. Et aujourd'hui, comment tu estimes qu'est diffusé, à quelle proportion d'utilisateurs? On parle toujours de nombre de téléchargements ou de nombre d'utilisateurs. Ça correspond à combien? Alors là, depuis 2018, année à laquelle on a sorti le questionnaire, on en est à 50 000 premiers téléchargements. C'est-à-dire qu'en fait, le questionnaire a été téléchargé à partir du site internet 50 000
fois. Et après, on peut imaginer que, oui, une fois que le professionnel a son questionnaire, il va pouvoir le faire passer, par exemple, à différents patients. On travaille avec pas mal de généralistes qui l'utilisent dans leur consultation aussi. Donc, voilà, s'il doit y avoir un chiffre, c'est 50 000. D'accord. Justement, il y a une question sur les médecins généralistes. Comment reçoivent-ils comment l'utilisent-ils? Est-ce qu'ils l'utilisent? Est-ce que Oui. ça leur sert? En quoi? Oui, Des alors pour retours les là-dessus? généralistes qui se préoccupent, je dirais, des troubles d'apprentissage, le généraliste envoie effectivement le lien de la version online aux parents. Les parents complètent le questionnaire et en fait, à la fin de la complétion du questionnaire, il y a un compte-rendu qui est généré par PDF. Et en fait, les généralistes reçoivent le PDF avec effectivement les zones de couleur, les commentaires des parents, ça c'est très important, et ce qui leur permet finalement en amont de préparer leur consultation. Donc ça leur fait gagner du temps finalement. D'accord. Et du coup, vous formez les médecins généralistes ou comment ça se passe de leur côté? Alors, pour les médecins généralistes qui travaillent avec nous, oui, on les forme d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on reste une sorte d'outline. Après, l'outil est très instinctif parce que ce soit dans l'utilisation, parce qu'il fallait que ça s'adresse à tout le monde, et aussi au niveau des questions. Les questions, on les a voulu les plus simples possibles, des questions qui puissent référer à des signes d'appel, qui puissent être facilement observés par les parents. Ça, c'était très important de pouvoir toucher le maximum de monde. Ah, génial. Et du coup, est-ce que je vais voir si vous avez des questions. N'hésitez pas à poser dans le chat ou dans les questions. Donc, les questions et réponses. Alors, il y a une autre question. Euh, Comment peut-on sensibiliser notre médecin généraliste qui est en première ligne face aux familles? Alors, sur le site internet, alors la sensibilisation à partir d'Identilis, je dirais, c'est que le site internet, il est relativement exhaustif. On a mis des liens, on a une chaîne YouTube, on a un compte Insta et sur ces réseaux sociaux, on diffuse l'information un maximum, que ce soit au travers d'interviews comme aujourd'hui, que ce soit au travers de petites capsules vidéo didactiques. Donc, je dirais que simplement renvoyer le généraliste vers le site internet, il trouvera effectivement quelques points d'appui sur sa consultation. Le manuel est aussi créé de manière à former les professionnels et aussi les parents concernant les troubles d'apprentissage. C'est-à-dire que sur ce manuel, et ce sera encore plus vrai, je dirais, sur le manuel numéro 2, on fait de la guidance, mais ça veut dire pour moi créer de l'expertise chez les parents, créer de l'expertise supplémentaire chez les professionnels qui vont utiliser l'outil. Donc justement, ça rejoint une question qui arrive, c'est-à-dire qu'en fait, si on comprend bien, au-delà d'un outil de détection, c'est aussi des outils enfin, pas de prise en charge, mais d'information pour accompagner finalement l'enfant dans les premières étapes ou dans des situations compliquées au final, c'est ça? C'est ça. Alors, on précise quand même qu'Identilis n'est pas un test diagnostique et que notre outil ne se substitue pas du tout à l'expertise des professionnels qui vont là utiliser des tests pour effectivement pointer le diagnostic. Mais néanmoins, la prise en charge pour nous commence à partir du moment où le parent, en l'occurrence ici, mais aussi le professionnel, comprend de mieux en mieux les difficultés de l'enfant. C'est-à-dire que moi, je le vois souvent au niveau scolaire, rien ne sert d'attendre un diagnostic pour aider l'enfant sur le plan scolaire. À partir du moment où on a repéré les difficultés et où on sait quelles sont les adaptations pédagogiques les plus efficaces par rapport aux difficultés en question, on les met en place, on n'attend pas un diagnostic. L'idée, effectivement, le diagnostic, il va venir forcément après, mais voilà. Donc, effectivement, pour moi, le repérage, c'est déjà la prise en charge. Ok, génial. Donc c'est très complet finalement comme approche. Et tu parlais aussi du milieu scolaire. Comment les enseignants appréhendent ce type d'outils? Est-ce qu'ils le demandent? Est-ce qu'ils sont réticents? Comment ça peut rentrer finalement dans ce milieu scolaire? Et des fois un petit peu, voilà, il y a la santé d'un côté, l'éducation de l'autre. On ne mélange pas les mondes. C'est ça. Pour tout te dire, quand on a porté le projet pour créer des normes, parce que en fait, le gros plus du questionnaire, c'est qu'il y a des normes.
Et donc, il a fallu travailler main dans la main avec l'éducation nationale. On a eu beaucoup d'écoles et de collèges partenaires. Ils nous ont fait confiance, mais effectivement, ça a été compliqué de leur expliquer qu'on allait créer un outil de repérage, qu'il était hors de question de confondre les professionnels de l'éducation avec les professionnels de santé. C'était un petit peu le questionnement initial, c'était de se dire, nos profs, on ne va pas en faire des professionnels, mais ils ont fini par bien comprendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles qui s'appuient sur Identilis, les psychologues scolaires aussi, parce qu'on sait que les psychologues scolaires n'ont pas forcément les moyens, je dirais, d'évaluer tous les enfants à charge, et donc ils se servent effectivement d'Identilis. On a pas mal de retours, effectivement, et aujourd'hui, on a le plaisir de voir que les téléchargements ne se font pas uniquement en France, qui se font aussi en Belgique, qui se font, on est référencé sur le site de Danick Vincent au Canada. Enfin, voilà, ça traverse les frontières et on essaie de pousser là-dessus. Écoute, c'est super intéressant. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, on les prendra dans la dernière partie de la session. En tout cas, c'est super intéressant que tu sois venu aujourd'hui. Ce que je vais te demander, c'est de passer la parole à Sandra, qui va être notre prochaine présentation, notre prochaine start-up. Alors, donc, Sandra Suarez, elle est à la fois clinicienne, elle est à la fois chercheuse, docteur en neurosciences, neuropsychologue, spécialiste en gestion des projets sanitaires. Et elle a fondé ou cofondé, tu vas nous dire, It's Brain en 2019, et qui est aujourd'hui incubé au plateau de Saclay, un hub en termes de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et toutes ces approches nouvelles numériques. Et elle est aussi formée, dis donc, au management des projets technologiques innovants. Donc, tu es aussi l'inventrice, on va dire, principale du test MindPulse que tu vas nous présenter, qui a nécessité 10 ans de recherche. Donc là, on est vraiment sur des solutions scientifiques avec un gros background, comme on dit, scientifique. Et tu as collaboré avec 2 autres chercheurs de haut niveau en neurosciences et en physique et mathématiques. Je te laisse la parole, Sandra, pour nous présenter ta solution et puis répondre aux questions des participants. Merci d'être là. Merci, bonjour à tous. Alors, hop, petit partage d'écran. Hop, ça. C'est bon, vous l'avez? Oui, on voit la présentation. Il y a un mode lecture. Voilà. Alors, effectivement, c'est un projet qui est issu d'un long parcours en recherche, donc qui sort initialement des laboratoires de recherche fondamentale en neurosciences, en neuropsychologie, qui a ensuite rejoint un partenariat avec des chercheurs en physique mathématique, avant d'arriver dans une dimension entrepreneuriale, après avoir été retenu par le CNRS via l'Université Paris-Saclay pour être propulsé vers les structures d'innovation. Aujourd'hui, on est en début de commercialisation et on est en train de s'étendre à l'international. Alors, comme ça a déjà été dit, on est sur un secteur qui enregistre en réalité un retard scientifique considérable. Alors même qu'on sait que la santé mentale est vraiment un des grands enjeux à venir, notamment pour l'OMS. Avant l'arrivée de la Covid, on estimait déjà qu'un tiers des personnes en Europe auraient un besoin en santé mentale. Aujourd'hui, je ne saurais pas dire quel est le chiffre, mais ça doit être assez terrifiant. Mais face à ça, les professionnels de la cognition ont des outils qui ont très peu évolué. Par exemple, pour les fonctions d'attention, concentration, ce qu'on appelle les fonctions attentionnelles et exécutives, les 2 tests les plus utilisés au monde, d'après un état de l'art assez récent, sont le Trey et le Stroop, qui datent de 1935 et 1954, si je ne m'abuse.
ce qui est assez terrifiant au regard de l'avancée des neurosciences en parallèle. Autant dire que ce sont les parents pauvres de la recherche. Donc, ce sont le plus souvent des tests qui sont effectivement encore papier-crayon, qui demandent un long temps d'administration, ce qui empêche une utilisation plus large et un haut niveau d'intégration pour l'analyse. Donc, le test qu'on a développé est digital. Il se déroule en moins de 15 minutes et il évalue la prise de décision fondamentale en allant regarder l'interaction entre les fonctions attentionnelles, exécutives, l'inhibition et une partie de la réaction émotionnelle. Ces atteintes attentionnelles, exécutives, le lien avec le fonctionnement émotionnel sous-jacent concernent un très très grand nombre de pathologies, bien évidemment. En fait, c'est souvent aspécifique, il va falloir aller examiner de près pour voir s'il y a une atteinte spécifique. Et aujourd'hui, on parle de l'atteinte concernant potentiellement la Covid longue, qui va élargir encore le champ des personnes concernées, malheureusement. Pour donner un exemple de résultat, ce qu'on fait, en fait, c'est aller chercher des éléments fondamentaux du fonctionnement cognitif, la vitesse de réaction à certains stimuli d'intensité croissante, la précision de cette réponse. Et on va, en fait, grâce à des algorithmes, arriver à disséquer, diffracter ces signaux pour en retrouver les composantes fondamentales sous-jacentes. En gros, quelles sont les grandes voies neurologiques qui permettent d'arriver à ce résultat. Et on va présenter le positionnement de la personne, non pas avec uniquement des moyennes, des écarts-types, mais ce qu'on va regarder, c'est l'équilibre sur lequel elle fonctionne, c'est-à-dire quel est l'équilibre entre sa vitesse finalement qui va être motrice ou perceptive, par exemple si elle a un défaut visuel, la vitesse supplémentaire liée aux fonctions exécutives pour opérer une opération de catégorisation, et puis de quelle façon son état émotionnel influence la façon dont elle va réagir à une tâche en fonction de sa difficulté. Oui, Sandra, tes slides ne bougent pas sur mon écran et sur d'autres écrans. Est-ce que tu as passé des slides ou pas? Oui, j'ai passé des slides. Vous êtes où? Parce que du coup, ça n'a pas bougé sur les écrans apparemment. Ok. Vous voyez quoi là? Là, on voit la slide de départ. Ah. Alors, je vais repartager. C'est embêtant. Est-ce que vous voyez ma slide à l'heure actuelle? Oui. Okay. Alors, je vais vous passer les slides d'avant, si je peux. OK. Là, ça marche. Désolée, du coup, je vais aller vite. Ça, c'était la genèse. Je vous ai dit que le projet partait d'un fondement des laboratoires de recherche. Hein, ça a pris 10 années de recherche quand même. Avant de rencontrer une dimension entrepreneuriale. Je vous ai parlé des enjeux aujourd'hui scientifiques pour arriver à fournir des nouveaux outils aux professionnels de la cognition, ce qui est vraiment indispensable. Je vous ai parlé de notre modèle de résultats. Alors, il faut savoir, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus, les résultats sont présentés suivant le modèle de neurosciences de Posner. Je vous ai dit que ça concernait un très grand nombre de pathologies, dont aujourd'hui probablement ce qu'on appelle la Covid longue. Donc ça va des pathologies neurodéveloppementales aux pathologies dégénératives, en parlant aussi des problèmes particuliers de vigilance, hein, notamment importants pour certains risques socioprofessionnels, ou des atteintes exécutives liées aux troubles du sommeil, en passant par les implications cognitives de la dépression. Et je vous ai dit, ce que nous faisons, c'est positionner un sujet sur finalement l'équilibre de sa prise de décision en prenant en compte tous les paramètres moteurs, exécutifs,
et les paramètres émotionnels, en quelque sorte, c'est-à-dire une partie de ces paramètres seulement. Alors, c'est une première, hein, c'est quand même la première fois qu'on arrive à chiffrer ce type d'équilibre. On a de nombreuses études cliniques qui ont démarré actuellement. On a un brevet qui a été accepté, un grand article qui a été soumis. Ça, c'est quelques-unes des études qui sont en train de démarrer. Et voilà, on est en plein déploiement. Aujourd'hui, il y a presque 700 professionnels qui se sont inscrits pour suivre le projet. Il y en a 150 qui ont commencé à utiliser le test. On est en train de développer des versions anglophones et ensuite plurilingues. Le test a été développé pour ne pas être lié à la culture, c'est-à-dire on s'est basé sur la conceptualisation générale à tous les primates, de façon à pouvoir être disponible en international. Parce qu'il faut savoir que dans les autres pays, ou même dans nos pays, les tests sont liés au contenu, c'est-à-dire à la culture particulière d'une personne. Ils sont culturellement biaisés. Donc, on ne peut pas les utiliser sur n'importe quelle population pour aider n'importe qui. Ça limite énormément le champ. Aujourd'hui, le test est disponible pour les personnes de 13 à 65 ans et nous avons lancé, et donc s'il y a des cliniciens qui sont intéressés aujourd'hui, nous avons lancé une nouvelle campagne de normes pour aller chercher des datas normatives chez l'enfant à partir de 6 ans jusqu'à la personne âgée, jusqu'à 110 ans. Je précise parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se poser ces questions. Comment pouvons-nous espérer arriver à avoir quelque chose qui permettent réellement des mesures précises chez l'enfant, étant donné que les tests existants montrent une trop grande variabilité des résultats par rapport à leur capacité diagnostique, tout simplement parce que nous avons compris pourquoi les tests existants ne fonctionnent pas bien et nous avons une idée de ce qu'il faut faire pour changer la donne. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Sandra. C'est super intéressant. Du coup, là, d'après ce que je comprends, le test est disponible. Et il est. Alors, comment on peut l'utiliser? Est-ce que c'est via un professionnel ou est-ce que c'est comme Identidis, on peut le faire nous-mêmes? Comment ça se passe? Alors, c'est lié à un professionnel. Comme vous avez vu, ce n'est pas la passation du test qui est compliquée, elle est en fait extrêmement simple, mais c'est l'analyse et l'interprétation des résultats qui se fait via des connaissances en neuropsychologie finalement assez avancées. Donc, ça, c'est la version experte, et donc cette version experte est dédiée aux professionnels de la cognition et le restera. Par contre, on est en train de développer une version dépistage qui va permettre d'être utilisée plus largement et notamment sur des professionnels qui peuvent avoir des connaissances moins avancées. On pense notamment pouvoir le laisser être utilisé par les infirmières, notamment en Afrique, de façon à pouvoir élargir sa portée. Ah, génial. Et, du coup, tu disais quelque chose d'hyper intéressant, c'est que c'était un test qui était applicable en dehors de la barrière de la langue et de la culture, donc ça c'est assez intéressant. Du coup, en pratique, c'est des questions, c'est un questionnaire ou c'est une analyse des mouvements? Comment ça se... Tu peux nous donner des exemples d'indicateurs, de marqueurs que vous utilisez? Absolument. Alors, il n'y a aucune question dans le test. Ce qu'on va faire, c'est on va présenter des images, des stimuli à l'écran et on va demander à la personne de réagir avec la souris, ce qu'on appelle un temps de réaction. Notre temps de réaction, il est mesuré d'une façon un petit peu particulière puisqu'on va demander une préparation à l'action et on va lui demander de décliquer. Et ensuite, on va faire un temps de réaction conditionnel. Mais on va prendre des mesures au centième de seconde d'absolument tous les événements qui se passent. On a une cinquantaine de data primaires et à peu près 150 data conditionnelles. Qu'est-ce qui se passe après qu'il ait fait ça? Et on va analyser absolument tout ce qui se passe via un traitement big data. Génial. Donc, il y a de l'intelligence artificielle derrière tout ça, d'après ce que je comprends. Il y a du data mining. Okay. Pour l'intelligence artificielle, on est en train d'implémenter une intelligence artificielle. On a des résultats qui sont assez intéressants et on ira vers des possibilités d'aide au diagnostic pour les cliniciens. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est
une vraie IA, en fait, vraiment en train de développer un réseau de neurones, et c'est forcément en lien avec les études cliniques. Donc, on attend d'avoir plus de data pour sortir ces résultats-là. Néanmoins, c'est assez impressionnant puisque finalement, quand on a des données qui ont énormément de qualité, on n'a pas besoin d'en avoir tant que ça. Ça fait toute la différence pour nourrir une IA. Soit il faut avoir des millions et des millions de données, soit il faut avoir des données qui sont très, très, très parlantes. Et donc, c'est notre cas. Finalement, on va être plus fournisseur de données de haute qualité. Génial. Du coup, c'est un peu un appel aussi aux cliniciens, peut-être qui nous écoutent. Je vois qu'il y a une question. Avez-vous des pilotes en cours? Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est du domaine, du domaine médical ou clinique ou neuropsychologique. En tout cas, quels sont les programmes que vous avez en cours là aujourd'hui, en France particulièrement? Alors, les cliniciens libéraux peuvent tout à fait aller sur notre site www.mindpulse.net, s'inscrire et ils vont recevoir le test et la possibilité d'avoir 3 comptes rendus tout à fait gratuitement à titre d'essai. Donc, il est déjà disponible et vous pouvez déjà l'essayer. J'ai vu une autre question, donc je répète pour l'instant, les normes, c'est 13-65 ans. On a des normes sur près de 600 sujets. Il y a une question sur le prix. Tu parlais de gratuité des premiers rapports et du coup, après, vous avez une tarification au rapport ensuite, c'est ça? La tarification est sur notre site. On a une tarification spécifique pour les jeunes cliniciens qui démarrent. Ça revient à peu près à 7,50 € pour un test. On a effectivement des expérimentations dans le domaine psychiatrique en cours. On a un partenariat avec la Fondation fondamentale et un test en cours sur Tours sur la dépression résistante. On présente d'ailleurs nos résultats au grand staff de Neurospin dans une semaine. Ça va être très, très technique pour le coup et en anglais. Alors, pour la dyslexie, en fait, le test, il concerne vraiment l'évaluation de l'implication attentionnelle exécutive. Donc, dans le cadre d'une dyslexie, si on se pose une question d'une atteinte attentionnelle liée, oui, bien sûr, ça peut être important. D'autant qu'il n'y a pas de langage dedans. Donc, on n'est pas en train de retester la même chose. Le site web, donc www.mindpulse.net. Génial, Sandra. Du coup, Génial, c'est super. On va pouvoir répondre aux autres questions s'il y en a à la fin des 2 autres présentations des 2 startups qui arrivent. Donc, merci beaucoup, Sandra. C'était vraiment super intéressant. J'imagine que là, vous êtes dans on va dire une période passionnante où tout va dans tous les sens, hein, comme dans beaucoup de projets. Ça fait 2 ans qu'on est en rush, en fait. Ok, génial. Alors, ce que je vais te demander, c'est de passer le bâton de parole donc, à Nicolas Bassan, qui va présenter OpenMan Neurotechnologies. Hop. Voilà, Nicolas, je t'ai nommé. Normalement, tu as le bâton de parole. Donc, Nicolas, bienvenue. Donc, toi, tu es psychologue, encore un, hein, tu n'es pas neuropsychologue, mais tu es psychologue. Et tu as commencé ta carrière dans le monde de la recherche. Tu t'es intéressé aux effets de la méditation de pleine conscience sur les fonctions cognitives, comme la concentration et la créativité. Et vraiment, aujourd'hui, ce qui te motive, c'est de permettre au maximum de monde de profiter des applications vraiment concrètes de la recherche en psychologie et en neurosciences. Et donc, c'est la mission d'OpenMind et qui a démarré il y a déjà 4 ans. Donc, en parallèle, tu poursuis également des activités de recherche au sein de l'unité de recherche en neurophysiologie du stress à l'Institut de la recherche biomédicale des armées. Alors, du coup, par contre, j'ai toujours Sandra qui est à la vidéo, ce qui m'embête, ce qui est un peu embêtant. Nicolas, est-ce que tu peux… Je commence. Normalement, j'ai épinglé la vidéo de Nicolas, donc on devrait le voir lui
Ok. Ça devrait aller. Vous voyez mes slides? Oui, on voit tes slides. Okay. On ne voit pas encore la vidéo. J'ai toujours Jean-Baptiste, mais... Alors moi, j'ai activé ma vidéo. Ah, super. Voilà. C'est bon? C'est parti. Ok, moi j'ai... Bienvenue à toi. Bah, merci pour cette introduction et je suis ravi de pouvoir vous présenter OpenMind. Donc, comme vous l'avez dit, OpenMind, c'est une société qui a 4 ans. On sort grosso modo de 3 ans de R&D assez intense et on a commencé à commercialiser il y a environ 1 an, même si ça a été fait dans des conditions un peu particulières. Aujourd'hui, on est une équipe d'une quinzaine de personnes. Dans la société, on a des neuroscientifiques, des psychologues, mais également des game designers et des data scientists. Je vous expliquerai plus en détail juste après pourquoi. Ce qui nous intéresse, c'est les liens entre le stress, la santé mentale et la performance. Attends, je te coupe, mais j'ai des retours du chat qui disent qu'ils n'ont pas l'image. L'image de moi ou... Non, non, mais je parle plutôt peut-être pour Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y a un problème de... Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas l'image? Ah non, l'image est OK. Bon, ouais, c'est peut-être un réglage d'un participant. Désolé de t'avoir coupé, Nicolas. Vas-y, continue. Du coup, simplement pour contexte, quelques chiffres clés autour du stress. Donc, il y a 9 actifs sur 10 qui déclarent faire face à du stress au travail. Il y en a 1 sur 4 qui développe une psychopathologie au cours de sa vie. Il y a 7 consultations de médecine générale sur 10 qui sont liées au stress. Et le coût de la santé mentale en France, plus largement, c'est 3,7% du PIB, ce qui représente un peu plus de 100 millions d'euros. Donc ça, c'est pour poser le contexte un petit peu sur les chiffres et pour introduire un petit peu notre approche scientifique ou les modèles desquels on s'inspire. Ce qu'on essaie vraiment d'expliquer à la fois à nos clients, mais aussi aux personnes qui contribuent à notre écosystème, c'est que le stress, c'est une réaction normale et adaptative de l'organisme. On va s'activer lors d'un stimuli stressant, à la fois pour répondre à un challenge ou à un danger ou saisir une opportunité. Après cette activation, qui est représentée par la petite flèche rouge, on va devoir se relaxer, en tout cas revenir à un état d'équilibre. Mais il se trouve que si on regarde ça de manière un petit peu dynamique, lors de stress répété, le point d'équilibre, finalement, va s'écarter du point de base. Et donc, on va se retrouver à un niveau un petit peu élevé, qu'on va appeler une charge allostatique. Et cela, ça peut avoir une incidence à la fois sur des comportements, mais aussi sur des fonctions cognitives telles que l'attention, l'inhibition. Et de manière un peu plus large, ça peut conduire à des syndromes d'épuisement professionnel, d'épuisement généralisé. Nous, ce qui nous intéresse chez OpenMind, c'est vraiment d'aller objectiver ces métriques, ces résultats, et de le faire en amont. Donc, on s'est plutôt positionné comme dans un espace de prévention plutôt que dans un espace curatif. Donc, aujourd'hui, notre produit, il se déroule en 3 temps, en tout cas, on peut le décrire en 3 étapes. C'est une première expérience par le jeu où on va induire des états cognitifs et émotionnels chez les individus grâce à la réalité virtuelle. Donc l'idée, vous vous souvenez du schéma juste avant, hein, en fait, c'est de mettre les gens sur ces petites collines, de les stresser un petit peu et puis de les faire redescendre. Donc tout ça, ça se passe d'une manière assez ludique. L'idée, c'est vraiment de faire une odyssée intérieure un petit peu. Pourquoi une odyssée intérieure? Parce qu'on va utiliser des capteurs biométriques pendant que vous êtes en réalité virtuelle pour mesurer vos réactions. Dans ces capteurs biométriques, vous allez trouver des mesures du système nerveux autonome, de l'activité cérébrale, mais également de l'oculométrie. Et puis, évidemment, tout ça, c'est aussi précisé avec des questionnaires et des entretiens cliniques. On va traiter toutes ces données avec des techniques statistiques avancées. Et donc, tout ça, ça va être
déployés, ou en tout cas rendus aux clients, parce qu'on ne travaille pas avec des patients, mais avec des clients, par nos coachs ou nos psychologues qui sont, entre guillemets, augmentés par la technologie. Pour aller peut-être dans le détail de ce qu'on a pu identifier, déjà, c'est des profils qu'on a nommés des profils de résilience, donc face à des stimuli stressants. On va avoir des individus qui finalement vont bien s'adapter à l'environnement, des individus qui vont s'activer quand il faut s'activer, mais qui vont rester en haut quand il s'agit de récupérer, ces individus hypersensibles. Des individus qui, au contraire, ne vont pas du tout s'activer, ces individus résistants. Et tout ça, ça nous permet de faire des liens entre ce qu'a vécu la personne en réalité virtuelle et ce qu'elle peut vivre dans son quotidien. Si on fait un lien un petit peu avec la santé mentale et la psychopathologie, ce qu'on a pu observer chez notre population, donc on a reçu un peu plus de 1500 personnes, c'est que 15% d'entre eux avaient un état d'anxiété dit pathologique, en tout cas selon les échelles psychométriques. Sur ces 15%, il y en a seulement 3 qu'on avait conscience, c'est-à-dire qu'il n'y en a que 3% qui nous l'ont partagé en amont. Et pour les autres, c'était quelque chose de relativement normal, en tout cas, ils ne se rendaient pas compte. Ce qu'on a pu observer, c'est que sur cette population, on avait effectivement une activation particulière du système nerveux autonome. C'est c'est la figure de gauche, pardon, avec une hyper variation de ce système. Donc on peut maintenant les identifier directement à partir des données physiologiques. Et puis, une deuxième chose qui est vraiment très intéressante, c'est qu'on a pu observer qu'ils répondaient de manière très favorable à un certain module de remédiation, un certain module de relaxation. On en a plusieurs, on en a 6 en tout. Et donc, on peut identifier en fait quel est l'outil, quelle est la technique qui va permettre à l'individu d'apprendre à se réguler grâce à nos données physiologiques. Peut-être pour terminer, en termes de perspective, donc aujourd'hui, on a un produit de réalité virtuelle qui permet du diagnostic et de la remédiation. Donc, je parle de diagnostic, mais c'est peut-être un terme à ne pas prendre en termes de santé. Évidemment, tout est délivré par des professionnels, que ce soit des coachs ou des psychologues. On a 5 publications scientifiques et 4 partenariats. On travaille en particulier avec l'IRBA à l'armée. Et puis, on a également des tests plutôt en ligne qu'on a développés en partenariat avec Pôle emploi. C'était pour la mesure de certaines habiletés chez les demandeurs d'emploi. Donc, ce sont des mini-jeux qui s'apparentent à des tâches cognitives et donc qui se complètent bien aussi avec l'évaluation en réalité virtuelle. Aujourd'hui, on commercialise auprès d'entreprises via des programmes de développement managériaux. Donc, on a travaillé avec des entreprises comme Salesforce, des entreprises du conseil comme Aiming ou encore des labos pharmaceutiques. On commence à certifier des psychologues et des coachs sur notre tech. Donc là, on commence, là, au mois d'avril, on a commencé tout juste à certifier nos premiers coachs et nos premiers psychologues. En termes de R&D, aujourd'hui, on est plutôt à la recherche de partenariats pour faire des protocoles de recherche clinique avec nos modules, chose qu'on n'a pas encore faite. C'était un choix. Le choix, c'était plutôt de s'orienter vers de la prévention pour avoir un impact le plus rapide possible. Et puis, on est aussi en processus de levée de fonds. On discute en ce moment avec des fonds orientés Tech for Good, Deep Tech. Donc, voilà un petit peu pour le tour d'OpenMind. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur notre site internet. Je vous remercie pour votre attention. Génial, merci Nicolas, c'est hyper intéressant. Donc, si je comprends bien, vous avez deux parties. Une partie qui est plutôt de détection et de profiling du sujet, et puis une partie qui est plus de remédiation au final, c'est ça? Oui, tout à fait. On va pouvoir mettre les gens en situation, donc mesurer leur réaction. Et puis ensuite, je reviens peut-être sur cette slide-là. Grâce à nos capteurs, on peut aller s'amuser à moduler, à modifier l'environnement en réalité virtuelle en temps réel pour que la personne apprenne à se réguler.
Donc, on peut à la fois modifier soit vraiment le niveau de stress induit, soit simplement faire un renvoi direct à la personne, ce qu'on appelle du biofeedback, pour qu'elle puisse prendre conscience finalement de certains marqueurs, certains biomarqueurs dont elle n'a pas conscience en temps normal. Et on sait que, en particulier chez des personnes qui font un burn-out, un des facteurs importants, c'est la perte de contact avec son corps, la perte de contact avec ses ressentis corporels, et en particulier les ressentis liés au stress. Ouais, justement, c'était une de mes questions suivantes, et d'ailleurs c'est une question du chat, concrètement par rapport au partenariat que vous avez noué avec des entreprises. Quel était le but recherché? Comment les collaborateurs, on va dire, se sont impliqués dans cette mesure finalement assez intrusive, hein, pour certains, pour avoir travaillé un petit peu sur les risques psychosociaux, la détection et la prévention du burn-out? Je sais que ce n'est pas toujours on va dire, bien vu que l'entreprise aille s'immiscer dans des mesures envers les collaborateurs. Donc, comment vous avez géré concrètement ces partenariats-là? Ouais, alors évidemment, quand on va utiliser des capteurs, quand on va mesurer le rythme cardiaque de quelqu'un qui travaille dans une entreprise et qu'on est mandaté par la société, il y a énormément de questions déontologiques et éthiques à se poser. Alors, c'est des questions qu'on se pose régulièrement et on essaie d'avoir la ligne la plus rigoureuse possible. C'est fondamental si on veut que ce qu'on fait fonctionne. Donc, on va dire que nous, on se positionne comme un tiers de confiance entre l'entité morale, l'entreprise, et puis le collaborateur. Ce tiers de confiance, il va évidemment nous faire remonter aucune donnée, qu'elle soit quantitative ou même qualitative, à l'entreprise à partir d'un individu. La barre qu'on s'est fixée, c'est de faire remonter des données agrégées où on va pouvoir rassembler au minimum 10 personnes. Quand on dit 10 personnes, on ne verra rien du tout. Et ensuite, pour engager un peu les collaborateurs qui comprennent notre intention, donc évidemment sur la base du volontariat. Et en amont de nos interventions, on met en place des conférences sur la technologie pour démystifier un petit peu tout ça, pour que les gens comprennent bien ce qu'on va faire, ce qu'on va mesurer, ce qu'on peut en dire, ce qu'on peut en sortir, et puis qu'ils comprennent aussi que notre intention, c'est de les accompagner eux, en fait. Et puis potentiellement de les aider à faire changer des choses dans leur quotidien, mais aussi dans l'organisation. Et du coup, concrètement, tu peux nous donner des exemples, enfin un exemple de qu'est-ce que ça a changé dans les entreprises où vous êtes déjà intervenu? Qu'est-ce que vous avez qu'est-ce qui a été mis en œuvre et quel impact ça a eu? Ouais, alors, ce qu'on va travailler, il y a, on va dire, deux grands verticaux. Le premier, c'est plutôt l'engagement des collaborateurs. Donc, c'est-à-dire, on va partir vraiment de vous-même, de comment vous fonctionnez d'un point de vue très intime, d'un point de vue physiologique finalement, pour arriver à comprendre comment votre environnement vous impacte, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie, qu'est-ce qui vous en coûte, pour que chacun puisse un peu s'adapter et modifier soit ses comportements, soit son environnement en fonction de ce qui est possible à un premier niveau. Donc ça, finalement, c'est assez individuel et ça dépend également de la personne qui va délivrer notre technologie. Donc en interne, on a différents profils, on a des psys ou des coachs et donc ça peut dépendre un petit peu d'eux. Et puis, on a un deuxième vertical qui est plutôt sur l'aspect collectif, où là, on va aider les individus lors d'un travail plutôt en groupe à pouvoir échanger sur à la fois comment eux ils fonctionnent individuellement et pouvoir partager un peu ça. C'est des choses qui ne sont pas du tout habituelles dans les cultures de boîte, surtout dans les Oui, j'imagine. on ne va pas forcément parler de ses émotions, encore moins de ses ressentis corporels. Donc, ça permet de démystifier un petit peu tout ça. Et donc là, on va plutôt travailler sur des choses comme la coopération, la cohésion d'équipe. Ok, génial. Super. Super clair. Alors, j'ai une dernière question qui vient du chat sur concrètement, quels sont les environnements virtuels que vous utilisez dans les tests? Est-ce que tu peux donner des exemples? Est-ce que c'est des
vidéos de paysages comme on voit des fois, ou c'est quoi en pratique? Alors, on a plusieurs environnements. On a les premiers environnements qu'on a fait, on se trouvait dans l'espace. On les utilise encore un petit peu. L'idée, c'était de dire, les gens, ils viennent, alors, on essaie de le présenter de manière un peu ludique et fun, hein, mais ils viennent quand même pour des problématiques de stress au travail, donc on va éviter de le remettre en réalité virtuelle dans un open space, ce serait malvenu. Donc, on a des environnements où vous allez dans l'espace et vous avez des tâches à faire, des défis à relever. Et on a des environnements, on va dire, plus organiques. Vous allez vous retrouver dans des environnements naturels avec une sorte de jardin, des arbres, des fleurs qui vont évoluer de manière différente et de manière adaptée à vos réactions physiologiques. Donc voilà un petit peu les environnements qu'on développe. On a aussi des environnements qui sont un peu plus abstraits, où là, c'est des formes et des jeux de lumière sur lesquels on va jouer. Ça, c'est plus pour la partie de film. Ok, génial, super. Écoute, on va garder un petit temps pour la fin, parce que là, j'avais une dernière question, mais ça va être un bon débat pour vous tous à la fin. Du coup, je vais te demander, je te remercie beaucoup, Nicolas, je vais te demander de passer le bâton de parole à Corinne Aveline, pour la dernière startup qu'on accueille, qui est Cibius. Donc Corinne, elle a un profil peut-être un peu différent de vous trois. Et elle vient du monde de l'entreprise et elle a travaillé dans des environnements. Elle a travaillé en Belgique. Là, elle nous parle de Amsterdam. Elle a travaillé dans des entreprises dans le transport, dans le minerai naturel. Et aujourd'hui, elle se lance dans cette aventure Cibius, parce que ça fait tout récemment qu'elle a pris en main cette start-up. Et elle va nous expliquer l'origine de Cibius et ce que fait Cibius pour justement mieux détecter les troubles mentaux grâce à l'intelligence artificielle. Très bien, merci Guillaume. Ravi d'échanger avec vous aujourd'hui et de vous présenter Cibius. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui, on voit l'écran. D'accord. Alors dites-moi si ça ne déroule pas les slides, mais j'espère que ça va fonctionner. Donc je vous présente aujourd'hui Cibius. Cibius, c'est effectivement une start-up qui se positionne également sur la santé mentale et qui vise à aider plus particulièrement à la détection, notamment la détection précoce de troubles neurologiques ou d'ordre mentaux, notamment liées à des problématiques comme l'autisme. Donc, comme vous le savez tous, la détection précoce de ce type de trouble est extrêmement compliquée. Ce sont des troubles qui touchent des millions de personnes dans le monde, notamment l'autisme. Et si on regarde les populations d'enfants, en général en France, la détection, le diagnostic de l'autisme intervient à 6,8 ans, donc presque 7 ans, ce qui correspond en gros au moment où les enfants rentrent en primaire et où là, le décalage et les problématiques d'ordre cognitif commencent à être mises en évidence de façon plus apparente. Et alors que la moitié de ces cas au moins auraient pu être détectés bien plus tôt et en tout cas avant 14 ans. La difficulté sur le diagnostic de ce type de trouble, comme on l'a vu auparavant, c'est qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de marqueurs objectifs, de mesure en fait des capacités cognitives, comme ça a été exposé par d'autres présentateurs. Les marqueurs qui sont utilisés pour poser ce genre de diagnostic sont des tests, des questionnaires, qui sont tous plus ou moins, qui remontent en tout cas à quelques années, voire quelques décennies, et qui sont aussi généralement extrêmement subjectifs dans la mesure où ils sont soit remplis par les parents qui ont par exemple une certaine vision sur le comportement de leur enfant, soit par les médecins en cas d'observation en cabinet, d'observation à la maison, etc. Et il y a dans tous les cas de figure une partie perceptive et subjective qui intervient dans ce genre de mesures. C'est le problème que Cibius se propose de résoudre. Et donc en fait, la solution de Cibius vise à apporter un marqueur objectif pour mesurer ce genre de problématique. Le concept de Cibius en fait est lié à l'eye tracking, c'est-à-dire que on a mis au point un procédé qui permet en fait au travers de l'exploration tactile d'images sur une tablette d'obtenir des résultats et des mesures équivalentes à celles de l'eye tracking.
Donc, comme vous le savez, l'eye tracking est un des marqueurs extrêmement reconnus et utilisé globalement pour la mesure de troubles d'ordre cognitif. Et en fait, ce qu'on fait avec la plateforme de Sibius, le Digitrack, c'est qu'on demande en fait aux personnes d'explorer sur une tablette avec le doigt un certain nombre d'images qui sont floutées. Et au fur et à mesure que le doigt touche l'écran, en fait, ça défloute les images. Et les résultats, le pattern en fait qu'on obtient sur ces explorations est très fortement corrélé avec les résultats qu'on obtient en eye tracking. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus simple en fait d'explorer des images avec le doigt sur une tablette, c'est à la portée de tout le monde et en particulier d'enfants jusqu'à de très jeunes âges. Ça ne demande pas forcément de formation, de matériel, etc., comme ça peut être le cas pour des outils de type eye tracking. Et c'est un test en plus qu'on peut passer de façon très simple, en mode routine, dans le cadre d'une consultation au cabinet, qui prend entre 5 et 10 minutes. Donc cette méthode en fait qui a été mise au point, elle a été mise au point par une équipe de chercheurs du CNRS, pardon. Elle a été brevetée, déjà le brevet a été délivré en Europe, aux États-Unis et en Chine. C'est un concept aussi, une approche qui a été validée et publiée par une revue à comité de relecture qui est Nature Communications. Et depuis quelques années, on s'attache en fait à collecter le plus de données possible pour vraiment mettre en évidence les comportements, les explorations d'une population neurotypique, donc des gens qui ne présentent pas de troubles, en tout cas qui n'ont pas été diagnostiqués sur des troubles de type autisme ou autre, et des gens qui sont des patients, soit une population à risque, soit une population déjà diagnostiquée. On a aujourd'hui un dataset au global qui collecte en fait plus de 20 000 explorations qui ont été réalisées par plus de 600 personnes, un mix à peu près moite-moite de gens qui sont des patients neurotypiques et de gens qui sont dans la population à risque ou diagnostiqués. Donc concrètement, pour les enfants, on a commencé en fait à collecter des données, à faire des tests à partir des enfants de 10-15 ans. Et puis on est progressivement descendu en âge et on a réussi aussi à mettre en évidence que les enfants, en fait, le test fonctionnait parfaitement pour les enfants à partir de 2 ans. Donc ce qui est extrêmement intéressant parce que ça offre une possibilité bien sûr de diagnostiquer, enfin d'aider au diagnostic d'enfants extrêmement jeunes. Et c'est un test qui peut être conduit, comme je le disais tout à l'heure, en quelques minutes dans le cadre d'une consultation. Comment ça marche derrière? On a un algorithme en fait de machine learning qui détecte les patterns d'exploration des images. Donc comme vous le voyez là avec l'exemple d'une image de chat, en fait ce qui se passe c'est que les gens qui ont un comportement neurotypique vont explorer tout de suite les zones saillantes de l'image. Et les gens qui ont un comportement de type pas neurotypique vont s'éloigner ou en tout cas pas forcément explorer de la même manière les zones saillantes. Pour ce qui est de l'autisme en particulier, il y a un comportement vis-à-vis de la dimension sociale évidemment qui est extrêmement intéressant. Donc quand on propose des images mettant en scène des personnes, un groupe de personnes, une personne, on a une exploration en fait qui est complètement différente et qui évite en fait les yeux, le visage des personnes. Donc en fait, notre algorithme de machine learning analyse tout ça, analyse toutes ces explorations et met en évidence en fait, il y a un certain nombre de classifiers qu'on utilise pour catégoriser l'exploration d'un certain sujet dans un cadre, soit dans la catégorie neurotypique, soit dans une catégorie pas neurotypique et qui se rapproche d'une indication ou d'une autre. Les données qu'on a collectées aujourd'hui viennent d'endroits divers et variés. Donc, comme je vous disais, on a collecté énormément de données de populations neurotypiques, notamment dans des crèches. Et c'est là qu'on a pu valider ce que je vous disais sur les enfants sur la tranche d'âge entre 2 et 4 ans. On a également, la plupart des partenariats sont en France, mais on a également collecté des données à l'étranger sur des écoles entre 5 et 15 ans, des enfants entre 5 et 15 ans en Italie, et puis des enfants, enfin des mineurs sur un partenariat en Chine avec une université à Shanghai. On a majoritairement focalisé aujourd'hui nos efforts sur le syndrome autistique.
puisque c'est vraiment un des enjeux qu'on veut adresser et faciliter une détection précoce et la rentrée dans des parcours adaptés beaucoup plus tôt que ce qui se passe aujourd'hui. Et on travaille notamment avec les Hospices civils de Lyon, le Vinatier et diverses associations sur ce sujet. Mais on a également commencé à faire des tests sur d'autres types d'indications, parce que la méthodologie qu'on utilise s'applique en fait à à tout type de pathologie d'ordre mental. Et donc on a commencé à faire des tests avec différents partenaires sur des troubles troubles cognitifs post-AVC, également sur les pertes de capacité cognitive avec l'âge, donc sur les personnes âgées, et les maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Et on a également commencé à regarder aussi les troubles cognitifs liés aux commotions cérébrales. Donc on collecte petit à petit des données sur l'ensemble de ces indications. On met en place aussi des tests qui sont légèrement différents pour arriver à une analyse plus fine sur une indication plutôt que sur une autre. Donc tous ces efforts sont faits conjointement avec l'équipe de recherche. C'est évidemment un travail en continu. On est aujourd'hui en train de préparer la commercialisation d'un premier produit à destination du grand public et un autre à destination des médecins de premier niveau, donc typiquement les pédiatres, les généralistes, etc., pour les aider quand ils ont un doute ou une problématique qu'ils ne savent pas adresser, à faire une orientation rapide vers éventuellement des spécialistes en matière neurologique si cela est nécessaire pour leurs patients. Donc voilà en gros ce que je voulais vous partager, donc la vision de Sibus comme le thermomètre cognitif qui permet vraiment de détecter et ensuite d'aider au suivi de troubles cognitifs au travers d'une mesure d'un marqueur objectif. Super, merci beaucoup Corinne, c'est ultra intéressant. Et si je comprends bien, en fait, c'est comme une application mobile qu'on peut télécharger sur notre téléphone. Comment ça se présente en pratique pour les médecins? Oui, c'est l'idée. Pour le public, ce sera une application mobile qui permet de faire l'exploration d'un certain nombre d'images, par exemple donc d'un parent qui fait passer cette exploration à son enfant et qui donne ensuite un résultat de type thermomètre. Le comportement est neurotypique ou le comportement n'est pas neurotypique et peut-être qu'il faudrait vous orienter vers des spécialistes. Pour ce qui est du parcours médecin, l'idée c'est aussi de permettre aux médecins de conduire plusieurs explorations dans le temps sur un même patient, par exemple un patient qui a été diagnostiqué TSA, que le médecin suit. On pourrait imaginer que le médecin fera passer différentes explorations dans le temps et ça permettra de mesurer par exemple l'évolution du patient par rapport à ces troubles. Donc c'est une expérience en fait pour le médecin qui permettra bien sûr de conduire l'exploration avec ses différents patients, mais également de faciliter le suivi des patients et des résultats d'exploration dans le temps. Ouais, super. Et du coup, une des questions qu'on se pose souvent avec ces solutions numériques, hein, surtout celles qui sont assez simples comme celle de Sibus, c'est quelle est l'acceptabilité des professionnels au final? C'est-à-dire que c'est sûr qu'on sait que les professionnels de santé ne sont pas forcément ceux qui sont les plus numérisés ou connectés dans leur métier. Quoique, il y avait une étude récente qui montrait en France que 70% des professionnels de santé ne pouvaient pas se passer de leur smartphone dans leur métier au quotidien. Du coup, vous avez des retours terrain sur l'acceptabilité de la solution? Est-ce que c'est compliqué à utiliser? Est-ce qu'on peut l'utiliser à l'hôpital, en ville, dans des cabinets privés? Oui, tout à fait, c'est juste ce que tu dis, c'est une population qui n'est pas forcément complètement digitale, en tout cas qui est digitale comme chacun d'entre nous au quotidien, mais pas nécessairement dans leur pratique de leur consultation et de leur métier. C'est pour ça qu'on a fait le choix de nous orienter sur une app et sur un test qui est utilisable sur une tablette. C'est pas un matériel spécifique, c'est quelque chose que tout le monde a l'habitude de manipuler. Les retours qu'on a sont extrêmement positifs. D'une part parce que le test et l'exploration en tant que tel est extrêmement facile à faire passer. C'est vraiment pas compliqué. Les patients comprennent très rapidement
ce qu'ils doivent faire et ça prend peu de temps. Donc, c'est quelque chose qui est rapide et efficace. Ça leur donne aussi un autre élément de décision, en fait, à côté de leur observation, d'autres tests ou d'autres marqueurs qu'ils utilisent dans leur rapport avec le patient. Donc, ça les conforte, en fait, ça les aide dans leur prise de décision et dans l'orientation des patients. Et la plupart des médecins, en tout cas des professeurs avec lesquels on échange, ont parfaitement conscience que les outils digitaux vont leur permettre de faire soit plus efficacement, soit plus rapidement, soit plus objectivement un certain nombre de mesures et de diagnostics qu'ils font en cabinet. Donc c'est quelque chose, bon an mal an, qui est plutôt le bienvenu et qu'ils voient comme quelque chose qui va les aider largement dans leur pratique au quotidien plutôt qu'un outil qui serait techniquement compliqué ou difficile à utiliser. Donc c'est vraiment des retours qui sont très très positifs et très encourageants. Ah, super. En tout cas, on a hâte de pouvoir disposer de la solution. Quand est-ce que tu penses que vous seriez à même de proposer la solution au plus grand nombre là, c'est quoi, c'est Alors dans on des vise, années ou en quelques mois là? non, enfin on verra bien, mais non, on vise quelques mois. L'idée c'est de mettre sur le marché une app très simple de type thermomètre grand public sur la deuxième partie de l'année et un premier niveau d'expérience pour les médecins de niveau 1. Donc comme je disais, les pédiatres, orthophonistes, généralistes, etc. pour la fin de l'année. Ok, génial. Alors, je vais regarder s'il y a d'autres questions dans le chat. Alors, une question sur le… Ah oui, si on a un thermomètre, on va dire, pour le grand public, au final, est-ce qu'il n'y a pas un risque que les parents se précipitent chez un médecin avec des résultats pour faire suivre leurs jeunes enfants, alors qu'il n'y a pas forcément de raison de le faire? Donc, c'est plutôt la question finalement des faux positifs, si on laisse un test comme ça entre les mains du grand public. C'est une bonne question. L'idée, ce sera bien évidemment d'accompagner les parents au-delà du test avec un certain nombre d'informations pour qu'ils sachent exactement dans quel type de cas il faut faire passer le test et surtout quel type de suite y donner. Après, en France, ce genre de parcours, en tout cas, les autorités essayent de les structurer, de les coordonner de plus en plus. Donc, l'idée, si le test incite les parents à consulter, ce sera de les aider en fait au travers d'informations et de contacts, etc., à les orienter vers le bon point de départ du parcours, aussi bien pour le diagnostic qu'après pour les interventions précoces, donc via les PCO par exemple, ou un certain, enfin, selon leur région, les parcours qui font le plus de sens. Le but, c'est de les mettre au bon point d'entrée pour que tout cela puisse être fait de la façon la plus optimale. Mais bon, si on arrive à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y aura énormément de parents qui auront fait le test et qu'on a le contre-effet négatif, mais le super effet positif qu'on aura, c'est qu'on aura réussi à faire, à pousser, enfin, arriver à des diagnostics précoces beaucoup plus tôt que ce qui se passe aujourd'hui, et c'est vraiment l'objectif qu'on poursuit. Donc ce sera un mal pour un très grand bien. Ok, génial. Merci beaucoup, Corinne. Donc, on arrive au bout de la session. Merci à vous quatre, hein. C'est vraiment passionnant d'avoir ce panel de solutions. On voit bien qu'on a différents marqueurs à notre disposition, qu'on va peut-être même pouvoir combiner ces marqueurs, parce que peut-être que l'idée, c'est au final d'avoir la combinaison de ces différents marqueurs pour avoir la meilleure vision possible et on va dire, la meilleure détection et le meilleur aide de diagnostic possible. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, s'il y a d'autres gens qui veulent intervenir pour des dernières questions à nos startups. Il y avait une question sur laquelle que je n'ai pas posée, mais que je vais peut-être lancer un petit peu dans le débat pour finir la session. C'est la question du risque, en fait, du risque de ces technologies. On en a un petit peu parlé avec Corinne, le fait que si on apporte ces technos, on va dire, dans le grand public, il faut pouvoir quand même les encadrer à minimum pour pas avoir de dérive. Mais on va parler aussi de risque de la réalité virtuelle pour peut-être déclencher des troubles mentaux. Hein. Ça peut être ce type de risque. Comment vous
comment dire, vous limitez ces risques, quelles sont les bonnes pratiques pour essayer vraiment de limiter au maximum les potentielles dérives ou risques de ces solutions au final. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre là-dessus. Moi, je veux bien prendre la parole. C'est Nicolas de chez OpenMind. Par contre, j'ai plus la vidéo. Déjà, peut-être simplement pour souligner en amont, moi, ça m'a fait plaisir de voir toutes ces présentations et je pense que de manière générale, on est tellement entouré par de la technologie qui n'est pas pensée pour aider les gens, et là en particulier pour des aspects de santé mentale. Je pense que ça nous touche particulièrement. Finalement, c'est quand même bien de voir qu'il y a de la techno qui a l'intention, qui est faite dans cette intention-là. Et après, pour répondre à la question de la réalité virtuelle, nous, on n'a jamais vu d'effet négatif, si ce n'est parfois peut-être une personne qui se sentait mal à l'aise, soit parce que la réalité virtuelle, c'est quand même assez intense comme expérience. Et donc, on arrête tout de suite, évidemment, mais pas de troubles graves. Après, évidemment, avant chaque session, on a un entretien d'une 15aine de minutes avec la personne où on va aborder des sujets, on essaie d'aller toucher du doigt s'il y aurait un risque éventuel. Ok, génial. Puis surtout, je crois que aussi ce qui est en tout cas dans tous ces 4 projets, dans beaucoup de projets qui sont issus du monde de la recherche, en tout cas qui sont construits sur des bases scientifiques solides, on a aussi dans les équipes des gens qui sont là pour valider ces solutions, pour justement estimer les niveaux de performance, mais également les risques potentiels. Et ça permet d'aboutir à des solutions qui ont un rapport bénéfice-risque qui sont optimisés au maximum et du coup sur lesquels les autorités de santé, dans certains cas, donnent aussi leur validation. Donc, c'est pour ça qu'on est dans un monde numérique, en tout cas dans une branche du numérique où tout ça prend du temps, prend de l'argent aussi, des ressources. Et donc, c'est pour ça que avoir à la fois le soutien des hôpitaux, des médecins et des investisseurs, c'est très important pour arriver à mettre sur le marché ce type de solution. Merci beaucoup, merci à tous. Je ne vais pas vous prendre plus de temps. Merci à tout le monde d'être resté. Je vous donne rendez-vous à 14h parce que la journée thérapie digitale et cerveau continue. Donc, rendez-vous à 14h pour la table ronde où on va parler justement plus de remédiation, mais également de financement, de comment on arrive à mettre sur le marché ces thérapies digitales. Et puis, je vous souhaite à toutes 4 un bon développement, la réussite dans vos projets pour la suite. Et puis, on va suivre ça de près. Merci à tous. Merci, et à Guillaume. tout à l'heure à 14h. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.